Mesdames, Messieurs, bienvenue pour donc cette séance inaugurale de notre cycle Philosophie et Management sur cette nouvelle année universitaire donc 2017-2018. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir, toujours nombreux sur ce cycle des vendredis entre 12h15 et 13h45. Alors, nous allons tenir bien sûr l'horaire. C'est une joie pour moi en tant que directeur général de l'IE Lyon de vous accueillir. L'IE Lyon est une école de management au sein de l'université. Dans ses missions, bien sûr, il y a la recherche, la production de connaissances, il y a bien sûr l'enseignement du post-bac au doctorat, mais nous tenons également à notre mission d'être un espace agora qui permette aux différents mondes de se retrouver autour de thèmes pour faire avancer les réflexions, pour toujours davantage développer le réflexif et le fait de pouvoir échanger, voir des paires de lunettes différentes sur certains phénomènes ou certaines thématiques. Alors la thématique de ce cycle pour cette séance autour donc du dialogue entre un philosophe et un dirigeant d'entreprise est la thématique de la transparence. Et je sais que de nombreux, alors c'est un sujet qui est un sujet fort, qui pose question, qui interpelle chacun dans ses différents métiers, dans ses différentes missions. Et je suis certain que nos invités, nos experts vont nous fournir matière à approfondir encore davantage nos réflexions. Je ne serai pas plus long, simplement remercier bien sûr acteurs de l'économie avec qui nous avons développé ce cycle depuis désormais plusieurs années et nous sommes toujours très heureux de pouvoir conjointement faire réfléchir davantage. Je vous souhaite une très bonne conférence et Violaine, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Merci Jérôme Rive. Alors, bien sûr, je vais laisser la parole tout de suite à nos deux invités et puis vous les présenter, mais je voudrais juste vous redonner un tout petit peu le format de ce moment que nous passons ensemble avant de démarrer, pour vous dire, pardonnez-moi, que nous sommes ensemble pour 1h30 environ, que nous vous libérerons vers 13h45, afin que chacun puisse regagner ses occupations, et que nous vous laisserons, et c'est là que c'est important, 20 à 30 minutes de temps pour poser vos questions à la fin des échanges. Voilà, tout ça pour dire que si vous en avez, gardez-les, mais on va dans un premier temps, pendant une heure environ, écouter nos deux invités que je présente tout de suite pour parler de cette notion dont on pense tous qu'on la connaît, on sait où ça va et on sait ce qu'il faut en faire, mais finalement, après avoir discuté avec vous, messieurs, pour préparer tout cela, je me rends compte que ce soit dans la sphère publique, que ce soit dans le monde de l'entreprise que vous représentez, il y a encore peut-être beaucoup de choses à débattre autour de cette notion de transparence. Donc de quoi parlons-nous véritablement? Est-ce que tout le monde y voit la même obligation? D'où vient l'injonction qui aujourd'hui est de plus en plus prégnante? Comment sommes-nous arrivés là? Quelles limites faut-il poser peut-être? Et puis qui doit les poser? Et enfin, quelles conséquences peut avoir cette obligation que de tout dire? Et puis peut-être tout un tas d'autres choses aussi au fur et à mesure de nos discussions. Voilà, donc je vais vous présenter Malik Bozoré, qui est philosophe, directeur de recherche, maître de conférences en éthique économique et philosophie du management. Donc vous êtes pile poil dans ce que nous attendons en termes d'échange à l'Université catholique de Lille. Donc j'en profite pour le remercier très particulièrement parce que voilà, il a fait le voyage pour partager avec vous ses connaissances. Il nous arrive tout droit de Lille, donc ce matin, comme dirait l'autre. Et puis Daniel Cariotis, directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, ancien directeur financier du groupe BPCE. Voilà, et avec vous peut-être un regard plus concret qui est celui du dirigeant d'entreprise face à toutes ces questions. Alors, pour démarrer, je me suis un petit peu amusée à opposer deux définitions de ce que l'on peut appeler la transparence. Une très classique qui est celle du Larousse, que je vous livre en deux lignes. C'est la qualité d'une institution qui informe complètement sur son fonctionnement et ses pratiques. Ça, c'est simple, c'est le Larousse. Et puis, je vous propose celle de Michel Sapin, alors ministre des Finances, au moment de la promulgation de la loi Sapin 2 en décembre 2016, donc c'est assez récent. La transparence... la loi Sapin relative à la modernisation de la vie économique, excusez-moi. La transparence est une conquête jamais achevée
Elle est nécessaire à notre démocratie et à notre économie, car l'opacité est la mère de tous les soupçons, de toutes les défiances, de toutes les démagogies, de toutes les dérives. Alors, ça me fait un tout petit peu penser, en gros, Malik Bozoré, je vais commencer par vous. Sans transparence, on tombe dans une société qui est une société de l'obscur. Est-ce qu'il y a un lien entre transparence et démocratie ? Alors, il y a un lien profond entre transparence et démocratie, et notamment parce que la transparence a permis de lutter contre le secret qui était attaché principalement aux régimes dictatoriaux ou aux régimes monarchiques. Et on voit apparaître au XVIIIe siècle, alors de manière concomitante avec la philosophie des Lumières, justement, donc les lumières qui permettent de jeter un regard clair et de justement faire disparaître l'opacité. Donc à cette époque-là, on voit bien que l'idée de transparence est liée en fait à l'idée du contrôle des citoyens sur les institutions publiques et notamment sur l'État. Et c'est matérialisé de manière extrêmement claire par un philosophe anglais, alors pas français mais qui s'est beaucoup intéressé à la France, donc Jeremy Bentham, qui dit que la démocratie est assurée pleinement si tous les citoyens peuvent, à un moment ou à un autre, assurer un contrôle ou une surveillance sur l'activité de l'État. Et c'est matérialisé par des bureaux, en fait, où se trouvent les fonctionnaires, avec des vitres. Et il y a des couloirs dans lesquels les citoyens peuvent se promener et regarder le travail de chaque fonctionnaire. Et sa définition de la démocratie était donc intrinsèquement liée à cette idée que les citoyens doivent pouvoir surveiller et assurer un contrôle des activités de l'État. Alors un contrôle sur quoi ? Tout simplement sur le fait que les fonctionnaires de l'État poursuivent les objectifs pour lesquels ils ont été élus, et notamment l'intérêt général. Alors, est-ce que, Daniel Cariotis, cette notion de démocratie, est-ce qu'on peut l'appliquer à l'entreprise ? Est-ce qu'on peut faire un corollaire entre les deux ? On vient de parler de la sphère publique. Dans le privé, est-ce qu'on peut parler de démocratie quand on se sent obligé, peut-être, d'appliquer cette notion de transparence ? Il y a un lien qui est naturel parce qu'il y a une porosité de toute façon entre la sphère civile, enfin moi je la qualifie de sphère civile, et de la sphère entrepreneuriale. Et un établissement, une entreprise, une grande entreprise, une banque, n'est qu'un des éléments d'un écosystème. Donc à partir du moment où on considère, et je suis assez d'accord avec cette idée, que la transparence est un élément clé du fonctionnement d'une bonne démocratie, vous devez ipso facto le retrouver aussi sous des formes différentes, bien évidemment, mais au sein de votre entreprise. C'est un élément, je trouve, qui est très, très structurant. C'est très aussi dans l'air du temps. Ça, peut-être que je me permettrai aussi d'y revenir, parce que je pense que les sujets de transparence, c'est des sujets qu'on n'abordait certainement pas forcément de cette manière il y a 10 ans. Sauf peut-être dans des cercles, on va dire, plus estudiantins, universitaires. Il s'est passé un événement que vous connaissez tous, qui est la faillite de Lehman Brothers en 2008, l'effondrement du système financier bancaire, et beaucoup de choses, en réalité, démarrent de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, plus de transparence, on y reviendra, structuré, expliqué, parce qu'on voit bien toute la limite à donner parfois beaucoup trop d'informations, mais je pense qu'elle s'impose à l'ensemble des entreprises en général, et bien évidemment au secteur financier et bancaire en particulier. Alors, on va revenir tout à l'heure sur la notion, bien sûr sur les limites, parce que c'est extrêmement important, sur ce que vous soulevez à l'instant, la notion d'explication, parce que je crois que là-dessus, vous avez vraiment à échanger. Mais avant, je voudrais revenir sur un terme que vous avez utilisé dans une tribune parue récemment. On parle beaucoup des Anglais dans cette notion, enfin des pays anglo-saxons qui, eux, affichent beaucoup plus facilement tout un tas d'informations que nous ne le faisons, nous Français, et parlent d'accountability, c'est-à-dire de la notion de rendu de compte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, et puis après on verra ce que veut dire rendre des comptes chez vous, Daniel Cariotis, enfin dans le système bancaire en tout cas. Alors oui, effectivement, en fait, donc j'ai parlé de la transparence tout à l'heure, donc le fait que les citoyens puissent contrôler les infrastructures, mais ce contrôle, cette transparence n'est possible qu'à travers la publicité, c'est-à-dire l'idée de rendre public un certain nombre d'informations. Et c'est ce qui va permettre, ce qui devrait permettre en tout cas, d'améliorer le débat démocratique grâce à la connaissance de ces informations. Alors le accountability, ça va un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire que non seulement il y a l'idée de rendre public, où là finalement il n'y a pas de rendre des comptes en tant que tel, ou là quand même rendre des comptes, on sent qu'il y a une obligation qui est un petit peu plus forte que quelque chose de strictement juridique. Il s'agirait presque d'une obligation morale de dire ce qu'on fait exactement. Et donc cette notion de accountability, elle apparaît surtout quand on transfère l'idée de transparence et de publicité à la sphère économique, justement.
On va plus parler d'accountability pour les entreprises que pour l'État, par exemple. Alors pourquoi ce terme d'accountability ? Probablement parce que, quand même, les entreprises ont eu, pendant un certain temps, il me semble, une certaine culture du secret, qui est liée parfois d'ailleurs à des choses extrêmement justifiées, hein, tout ce qui concerne les secrets de fabrication, les brevets, etc. Sauf qu'à un moment, avec l'apparition de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, les relations qui s'instauraient entre l'ensemble de la société et les entreprises, la place grandissante des entreprises dans la société, ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire à un moment, l'intégration finalement dans le jeu démocratique des entreprises par différents biais sur lesquels on pourra éventuellement revenir, eh bien tout ça a fait que les gens, le public, a demandé des comptes aux entreprises. Les entreprises ne pouvaient plus être considérées comme faisant partie d'une espèce de tour d'ivoire finalement. Elles entretenaient un certain nombre de relations avec ce qu'on a appelé du coup les parties prenantes. Hein. Dans les années 80, ce terme est apparu sous la plume de Freeman. Et donc tout cela a amené l'idée que les entreprises devaient rendre des comptes, même si elles ne pensaient pas forcément devoir en rendre. Et donc cette idée d'accountability rend bien cette obligation qui est faite aux entreprises de la part du public de rendre des comptes et de sortir de la stricte sphère économique. Daniel Cariotis, c'est comme ça que vous voyez finalement l'historique de la notion qui est passé de la sphère publique à la sphère privée. Est-ce que ce rendu de compte est nouveau pour vous ? Moi, je pense vraiment, je l'ai indiqué tout à l'heure, qu'il y a un avant et après 2008. Alors, vous me direz, avant 2008, il y a eu aussi la faillite d'Enron et la disparition de ce qui était le premier cabinet d'audit au monde, Arthur Andersen. Donc, vous voyez d'ailleurs, c'est intéressant parce que les Américains sont très donneurs de leçons dans tous les domaines. Mais on voit bien que les deux grands événements qui ont transformé l'économie mondiale ont concerné des entreprises américaines. Donc quand les Américains viennent nous voir en nous disant voilà exactement ce qu'il faut faire, j'ai toujours quand même une certaine réserve quand ils abordent ces sujets. Après, je l'ai indiqué, après 2008, ces sujets sont apparus, mais sachant que la transparence, quand vous êtes dans une entreprise, il faut aussi la voir sur plusieurs angles. Il n'y a pas un angle de transparence. C'est transparent vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos collaborateurs, vis-à-vis de ceux qui vous contrôlent régulièrement. Donc on voit qu'il y a des environnements qui font effectivement qu'il faut à chaque fois se poser la question de savoir quelle est la bonne information qu'il faut donner, sachant que dans un certain nombre de cas, le problème est réglé, notamment vis-à-vis des régulateurs, ceux qui nous contrôlent. On leur donne tout, et non seulement on leur donne tout, mais ils vont piocher directement au cœur de nos systèmes d'information. Donc on n'a même plus à leur donner, ils viennent piocher l'information. Et après, sur la communication interne et externe, là vous avez des sujets sur lesquels on reviendra, parce que tout n'est pas entendable, même si le terme entendable n'est pas très français, mais tout n'est pas forcément compréhensible. Et donc il faut après essayer de trouver la finalité à la transparence. Parce que parfois, sur un certain nombre de sujets, trop de transparence, me semble-t-il, tue la transparence. Aussi. Alors, on aborde justement quelque chose qui est enfin, une idée qui est... Pardon, vous vouliez réagir peut-être ? Non. Qui est importante pour vous, Daniel Cariotis, c'est de tout dire, pas forcément, enfin, en tout cas oui, mais surtout éduquer finalement, faire comprendre. Est-ce que vous voulez bien développer ça ? Parce que c'est extrêmement important. On est dans cette ère, dans cette société, cette ère dans laquelle on vit, où on est surinformé, où tout est facile à récupérer comme information. Je pense à Wikileaks, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour éduquer le citoyen ? Ça sera votre question à vous. Et puis pour vous, les collaborateurs, qu'est-ce qu'on donne comme information ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et aussi nos clients. Moi, je pense que... de toute façon, c'est tout ce que je dis n'est qu'un avis, bien évidemment, personnel, et qui n'engage pas d'ailleurs ma banque. Moi, je pense aussi que la notion de transparence ne peut pas être dissociée de la notion de simplicité. Il ne peut pas y avoir de transparence sans simplicité. Parce que si transparence est liée à un accroissement de la complexité, notamment dans les informations que vous avez données, je pense que c'est pratiquement pire que de ne pas le faire. Donc ça, c'est pour moi, on pourra y revenir, hein, parce que je vous sens la simplicité. Et d'ailleurs, on voit que, à nouveau, vous parlez de transparence, le deuxième élément qui structure nos entreprises et les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, c'est la simplicité. Il y a une demande de simplicité. Je pense que cette demande, d'ailleurs, a été
fortement accrue par l'émergence des réseaux sociaux. Parce que la transparence aussi, on voit bien qu'il y a un accélérateur via l'émergence aussi des réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver à nouveau un bon équilibre entre les deux. Pour vous, c'est à double tranchant, je crois. C'est à double tranchant. Deux réactions par rapport à ce que vous venez de dire et puis ce que vous avez dit juste avant, en fait. La question de la finalité de la transparence. Bon, mais la vraie question qui se pose, c'est pas tant celle de la finalité que celle des personnes qui vont décider de la finalité de la transparence. C'est-à-dire qui va décider de ce que l'on va donner sous prétexte qu'on vise telle chose. Là, tout de suite, il y a quand même des questions de légitimité qui vont se poser. Et pourquoi ne pas associer, qui sera associé à la prise de décision? Est-ce que ça va être uniquement des experts qui vont décider, voilà, par exemple, voilà le type d'information que je veux donner à tel type de public pour telle raison? La plupart du temps, quand même, lorsque c'est le cas, les raisons ne sont pas forcément évoquées. D'accord? Donc la question de la finalité de la transparence, c'est déjà à double tranchant. À savoir qui va décider de cette finalité-là. Soit on reste en interne, soit on intègre des gens à l'externe, mais ça veut dire qu'on va dépasser probablement le niveau d'information qu'on voulait transmettre. Ensuite, la deuxième chose par rapport donc à cette question de simplicité, deux choses assez simples. D'abord, il faudrait distinguer la simplicité de la simplification et du simplisme. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut rendre les choses simples, j'ai toujours tendance à dire que la réalité étant complexe, si jamais on veut la rendre plus simple qu'elle ne l'est, ça veut dire qu'on simplifie les choses et qu'on fait preuve, parfois, ou en tout cas c'est le risque, de simplisme. Sous prétexte que les gens qui sont en face de nous ne peuvent pas comprendre ce qu'on dit. Alors, certes, c'est parfois vrai. C'est pas le sens de ma remarque, mais j'y reviendrai quand même. Mais le risque reste de toute façon là. À partir du moment où on va simplifier les choses, ça veut dire nécessairement qu'on considère que les personnes à qui on s'adresse n'ont pas les moyens, ce qui peut être tout à fait réel, notamment quand on rentre dans des débats techniques. Mais si, dans ces cas-là, on ne s'adresse qu'à des experts, quelle va être la place de l'entreprise ou des entreprises sur cette question de la transparence vis-à-vis du reste de la société? Daniel Cariotis, parce que vous avez à réagir là. Oui, j'ai à réagir, parce que moi j'ai un regard professionnel. Donc il est obligatoirement un peu différent. Quand je dis à un moment donné il faut simplifier, moi je vais vous dire, en toute transparence, puisque c'est le thème de la transparence, c'est pas compliqué de donner toutes les informations à quelqu'un sur un sujet lambda. C'est pas compliqué. Je vais lui donner dans ces cas-là 3 kilos de docs. Tenez, vous avez toute la matière sur un sujet, et je peux vous dire que sur certains sujets bancaires et financiers, je pense qu'il y aura pratiquement personne dans la salle qui sera en capacité de le comprendre. C'est le sens de ma remarque. Je pense que, et d'ailleurs on le voit dans la banque, parfois on nous dit qu'il faut absolument donner ces docs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner ces documents. Là n'est pas mon propos. Je dis aussi qu'il faut aider ceux et celles qui reçoivent ces informations pour qu'ils puissent avoir la compréhension. Parce que plus la matière est technique, plus votre capacité à la comprendre est difficile. Ce n'est pas une question d'intelligence. Moi, si demain je vais dans un laboratoire et qu'on me dit pour vous expliquer telle pathologie, on va vous donner le Vidal réactualisé qui fait 5,5 kg, je ne vais pas forcément tout comprendre, je vais être perdu. Et c'est la raison pour laquelle je pense aussi qu'on a un rôle pour faire en sorte que la transparence puisse servir, parce que comme vous l'avez indiqué, on est dans un environnement où on est surinformé, on est noyé sous une quantité infinie d'informations, mais je le dis aussi souvent, dans l'entreprise, une information n'est pas une connaissance. Et notre rôle, c'est de transformer une information en connaissance. On a beaucoup d'informations, mais peu de connaissances. Voilà. Et c'est toute la valeur, comment dirais-je, première d'une information qu'il faut retransformer, après avec la partie subjective que vous soulevez, de telle sorte qu'elle puisse être utile. Il y a l'utilité, me semble aussi, de la connaissance et de l'information. Alors, concrètement, parce que vous dites, Malik Bozoret, finalement le danger est d'arriver à une démocratie d'experts, et vous dites, oui, il faut informer, mais il faut aussi faire comprendre, en résumé. Est-ce qu'il y a des boîtes à outils pour ça? Est-ce qu'on aide les entreprises que vous représentez à cela? On l'aide. Comment fait-on? Mais à nouveau, moi je représente un secteur d'activité qui est noyé en permanence sous un océan de complexité. Un océan de complexité. Donc même si moi je décrétais que la simplicité, même si on essaie de le mettre en œuvre, je dis ça parce qu'il y a quelques collaborateurs de la banque, même si on essaie de faire en sorte que la simplicité devienne précisément la colonne vertébrale de mon entreprise, de ma banque, en même temps, il y a beaucoup de sujets
sur lequel on a de vraies difficultés à simplifier le discours. Alors ça, c'est auprès des collaborateurs, mais auprès de l'externe aussi, des clients. Non, là, je parle des clients. Parce qu'on nous demande de donner de plus en plus d'informations à des clients. Quand vous regardez le moindre contrat, je suis sûr que vous avez tous eu une expérience client positive ou moins positive. Parfois, on nous dit, mais attendez, vous nous donnez 3 tonnes de docs qu'il faut signer, qu'il faut lire. Ben, je pense qu'on n'a pas tous la capacité à lire et puis à comprendre des subtilités jargoniques, juridiques, qu'on nous impose. Je dis bien qu'on nous impose. Et même s'il y a des choses qui sont compréhensibles, moi je comprends aussi qu'il faille plus de régulation. Moi j'ai toujours été d'ailleurs favorable à un surcroît de régulation dans le secteur financier et bancaire. Et il n'en demeure pas moins, vous voyez, que la frontière entre les deux est quand même extrêmement difficile pour nous. Mais en fait, ça se comprend, Malik ouais. Bozoret. Oui, c'est vraiment intéressant parce que vous touchez là vraiment les paradoxes de la transparence, c'est-à-dire l'idée qu'on doit mettre à disposition un certain nombre d'informations, et c'est le lien, encore une fois, entre transparence et démocratie. Ce lien repose sur l'idée que un individu, un citoyen peut bien délibérer, je mets des guillemets sur le bien, mais en tout cas la délibération politique est améliorée si les citoyens ont à leur disposition toutes les informations de manière à ce qu'ils prennent des décisions claires et informées. Sauf que vous le soulignez bien, c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, avoir trop d'informations ou avoir des informations qu'on n'est pas susceptible de comprendre, ça va complètement soit biaiser le type de décision qu'on va prendre, c'est-à-dire que là on va avoir tout ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on va se rattacher à des choses qu'on connaît, même si pour le coup c'est pas les bons arguments ou pas les bonnes choses à utiliser pour comprendre et pour prendre la décision. Et donc forcément ce qu'il y a derrière, alors vous parlez de simplification, moi j'aurais tendance à parler plutôt d'éducation, c'est-à-dire à un moment on n'est pas obligé de simplifier à outrance. Volontairement, je caricature un peu, de simplifier les choses à outrance, sachant que quand même, par rapport au client, on est dans une relation bien particulière, qui est une relation commerciale, qui est une relation de vente de produits financiers ou de produits banquiers. Donc c'est pas la même chose qu'une relation dans le cadre de la sphère politique. Donc peut-être que cette simplification ou que cette volonté de simplification devrait s'accompagner d'une éducation bien plus forte de la part envers les citoyens sur les questions bancaires et financières, ce qui n'est pas forcément de votre responsabilité d'ailleurs. C'était ma question, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise ? Mais disons qu'à un moment, quand on commence à intégrer l'idée que les entreprises font partie de la sphère publique, que les liens entre les institutions publiques et les entreprises deviennent de plus en plus forts, je crois qu'il y a une responsabilité partagée. C'est-à-dire que ni l'État, d'un côté, ou les institutions publiques, pour être plus large, ni les entreprises ne peuvent rester camper sur leur position et dans leur finalement précaré et dire bon bah ça c'est du domaine de l'État, ça c'est du domaine de l'entreprise. Là on voit bien qu'il y a quand même une évolution dans la structuration de la sphère publique qui aboutit à mon sens à ce que les responsabilités soient partagées et surtout qu'elles soient discutées entre les différents acteurs. C'est votre opinion ? Il faut partager finalement ce rôle ou pas ? Quelle est l'instance ? Oui, bien sûr. Moi, je l'avais indiqué dans mon propos liminaire. Il faut le partager. Après, simplement, il faut essayer de l'adapter à l'organisation de notre entreprise. Parce qu'on parle des clients, mais aucun client n'est semblable à un autre. Si je prends BPORA, je ne suis pas venu ici pour faire de la publicité sur la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, on a 1 million de clients particuliers sur l'ensemble de la région. 1 million. Vous imaginez bien que sur un sujet lambda, vous allez avoir 1 million de façons différentes de comprendre. Peut-être pas 1 million, j'exagère, mais de comprendre un sujet. Et on ne s'adresse pas forcément de la même manière à un client en fonction de son métier, en fonction de son éducation, en fonction de sa formation. Nous, on est aussi confrontés à une hétérogénéité qui est, je pense, totale. On a une dispersion qui va de 0 à 1 quasiment, ce qui rend quand même aussi plus difficile notre rôle parce que nos clients ne sont pas uniformes, ils ne sont pas homogènes, ils n'ont pas le même niveau de culturation. Donc il faut que nos collaborateurs puissent le comprendre pour essayer effectivement, à un moment donné, d'avoir une explication, une transparence qui soit, dans l'idéal, faite quasiment sur mesure. Oui, non, sauf que c'est pas possible. Non, mais c'est impossible. Donc vous êtes obligé de le faire par grande masse. Et puis par ailleurs, il y a aussi des clients, pour le coup, qui nous font aussi une confiance absolue, qui ne veulent pas, d'ailleurs, qu'on aille plus loin, qu'on aille parfois plus loin dans l'information. Donc on a...
En fait, on a des typologies dans les réactions qui sont extrêmes. Puis j'ajoute aussi un point, parce que il me semble qu'on est obligé aussi d'aborder quand même ce point, c'est en parallèle, c'est la montée du digital, la montée des nouvelles technologies. C'est qu'on voit bien que nous, on est confrontés quand même à cela, c'est-à-dire on a une complexité qu'on nous impose qui est croissante, dans un monde qui est régulé, qui est contrôlé, et puis en parallèle, vous avez une montée d'un monde non régulé, parce que tous les Google, Facebook, Amazon, ils ne sont pas régulés, plus toutes les fintechs, hein, et eux derrière ont une simplicité absolument infantile. Là, je discutais ce matin, alors je ne vais pas donner le nom d'une banque allemande, ça me gênerait beaucoup quand même, un étudiant qui en Allemagne, enfin l'enfant d'une personne que je connais, a ouvert son compte en moins de 10 minutes en Allemagne. Enfin, en fait, il l'a ouvert en France. Ça s'est fait très rapidement. L'ouverture d'un compte, c'est compliqué, l'ouverture d'un compte. Je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent bien ces sujets-là. Il l'a fait, il clique, il regarde. À un moment donné, il a un téléconseiller qu'il a en face de lui en visio. Il prend la photocopie du passeport et de la carte d'identité, puisqu'il faut à chaque fois bien vérifier. Le compte est bloqué, c'est fini, en moins de 10 minutes. Si en France, vous appliquez ce qu'on fait, toutes les règles qui nous sont imposées dans le cadre de l'ouverture d'un compte, bah écoutez, si vous la faites en 2 heures, mis tout bout à bout, je pense que ça sera déjà en partie une performance. Quel est le meilleur schéma entre l'exemple allemand et l'exemple français, selon vous? Alors, plusieurs choses. Et j'espère que je ne vais pas les oublier. La première chose, c'est peut-être qu'il y a un moyen de résoudre, ou en tout cas d'avancer sur la question des paradoxes de la transparence. C'est de se dire, vous avez souligné effectivement l'hétérogénéité des clients, indéniable, mais peut-être que la transparence, en fait, elle est faite aussi pour créer une certaine homogénéité sur le type d'information, c'est-à-dire d'avoir un socle d'information minimale qu'on puisse transmettre à l'ensemble des personnes qui sont concernées, et on va considérer que ce socle minimal d'information est suffisant pour la plupart des gens pour prendre une certaine décision. Ce qui veut dire que, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas à disposition le reste des informations. Mais l'idée, ça serait qu'il y ait une transparence minimale qui puisse permettre quand même, dans la plupart des cas, aux personnes de prendre un certain nombre de décisions. Et ce qui veut dire aussi qu'on aurait, alors, pour des personnes plus spécialistes, des experts, ou des personnes qui veulent tout simplement aller plus loin, ou qui considèrent qu'elles peuvent aller plus loin, on a un stock d'informations qui relève aussi de la transparence possible, mais pas forcément réelle, en tout cas. Donc on aurait en puissance un certain nombre d'informations, et effectivement, on n'en transmettrait qu'un niveau plus bas. Du coup, j'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire, forcément. Juste pour réagir par rapport à cette première chose, puis la deuxième va revenir, je suis sûre. Ce que vous proposez là, c'est un dénominateur commun à tout le monde, finalement plus simple que l'expertise derrière. Mais qui décide de ça ? Voilà, vous proposez une solution, qui va la mettre en œuvre ? C'est là où... Alors, on a plusieurs modalités. Soit on considère que les personnes qui sont chargées d'établir des régulations sont complètement externes au monde de l'entreprise et au monde économique, et que c'est comme ça que ça doit fonctionner, parce que c'est la meilleure manière de se protéger, notamment des conflits d'intérêts, de la corruption, etc. L'histoire nous a montré que ce n'était pas forcément le cas. Ou bien on essaie de penser des espaces plus coopératifs, plus délibératifs, où tous les acteurs qui sont concernés par les informations qui doivent être transmises se mettent autour d'une table et discutent pour savoir quelles sont les informations qu'il faut transmettre et quel est ce socle commun, effectivement, d'informations à transmettre. Parce que là aussi, c'est subjectif. Quand vous dites socle commun, finalement, il faut bien décider de ce que... Alors, à peu près tout le monde est capable de comprendre, d'ingurgiter. Vous disiez tout à l'heure de comprendre finalement. Oui, mais c'est pas parce qu'on a une décision à prendre que cette décision elle est forcément subjective. On peut s'appuyer sur un certain nombre d'éléments, sur un certain nombre d'études, de statistiques. Je suis sûr qu'il y a plein de statistiques dans les banques sur les clients de toute façon. Et puis on peut s'appuyer aussi. Moins que chez les GAFA, quand même. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. Mais on peut aussi s'appuyer sur le savoir-faire et la connaissance, notamment, j'imagine, des conseillers en agence qui rencontrent
rencontre les gens, les clients quotidiennement ou presque, en tout cas. Et peut-être qu'on peut s'appuyer aussi sur les connaissances qui sont issues de cette relation humaine, parce que c'est la deuxième chose que je voulais dire, justement, j'y reviens. Vous avez dit que ça reviendrait. Ce qu'on peut voir quand même par rapport à ce que vous dites, à travers ce que vous dites, et qui me semble extrêmement intéressant, c'est vous insister effectivement sur le fait qu'on a plein d'informations, qu'on n'est pas forcément capable de les décoder. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si je prends le cas de la banque, ça veut dire qu'on a besoin de médiateurs en fait. Et cette médiation, elle ne peut être assurée et elle peut permettre une certaine, on va dire simplification des choses à travers l'idée de confiance en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, le moyen de sortir de cette surenchère d'informations, et on le fait aussi sur les informations à travers les médias, par exemple, on voit très bien, là, vous le dites, avec le digital, on a une source d'informations énorme, mais à un moment, on accepte que des personnes fassent une sélection et en fait fassent une médiation entre nous et les informations qu'on va recueillir. Alors avec tous les risques que ça peut comporter, c'est-à-dire, on revient sur la même question, comment sont sélectionnées les informations, quelle est la finalité, etc. Mais à un moment, on fait confiance à quelqu'un, on fait confiance à un médiateur. Et c'est peut-être aussi une des manières dont on peut résoudre, en tout cas en partie, les paradoxes de la transparence. Daniel Gariotis, vous voulez réagir à ce que vient de dire Malik Bozoré? Moi, je suis d'accord, transparence, confiance. Transparence, confiance, simplicité, je pense que c'est un triptyque sur lequel on ne peut être que d'accord. Après, j'entends effectivement qu'on pourrait faire un travail de simplification. À nouveau, moi, dans mon secteur d'activité, c'est compliqué puisqu'on nous oblige parfois à donner l'intégralité des informations sur un produit, sur un service. On n'a pas d'autre choix. Et si on ne le fait pas, on est sanctionné. Donc, nous, on est quand même sur un terrain de jeu qui est quand même assez particulier, parce que le secteur au monde le plus régulé, le plus contrôlé, c'est le secteur bancaire, pour d'ailleurs des bonnes raisons. On ne va pas revenir sur les bonnes raisons, mais on voit bien à un moment donné que les marges de manœuvre in fine dont on dispose pour sélectionner a priori ou faire une synthèse sur un certain nombre d'informations sont extrêmement limitées. Donc, nous, nos marges de manœuvre sont vraiment très, très faibles. Donc, vous êtes quand même assez contraint pour résumer. Alors, on est contraint, mais en même temps, moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de simplicité. C'est à la fois très dans l'air du temps, mais je pense que la simplicité fait partie dorénavant de l'ADN de nos sociétés. Je pense qu'on arrivera aussi, dans le secteur bancaire, à la fois une meilleure transparence et une transparence de meilleure qualité. À partir du moment où on aura simplifié nos offres de produits et de services. Parce que ce qui est aussi un frein, c'est la complétude des produits qu'on peut avoir, parce qu'on voit bien toute la difficulté qu'on peut avoir à comprendre, maîtriser 200, 300 produits. Si demain, on tend vers une simplification et une réduction, je pense que c'est aussi un meilleur moyen de faire en sorte que cette transparence, ce surcroît de transparence, se traduise aussi par un accroissement de la qualité de l'information qu'on va donner à l'ensemble de nos clients. Donc réduire pour toujours mieux faire comprendre. Mais là, on parle de l'externe. Et il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est celui de l'interne d'une part et des limites. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Et je pense que là, tout le monde vous attend au tournant parce qu'on va aborder forcément la notion de salaire et tout le monde pense à ça, j'imagine. Pas que d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas dans l'entreprise? Alors, vous avez tous les deux un avis là-dessus. Qu'est-ce qui doit être rendu public ou pas? Alors, j'ai nommé les salaires, mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Malik Bozoré, je vous vois réagir. Oui, parce que les salaires, pour le coup, dans la littérature en management ou en sciences de gestion, effectivement, on a plein d'études sur l'impact de la diffusion ou oui, c'est ça, de révéler les salaires des uns et des autres. Alors, ça part probablement au départ d'une bonne intention, qui est une intention d'équité, à mon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, si on donne l'information à tout le monde, ça permet d'être équitable, tout au moins ça force, en fait, les personnes qui décident des salaires à être équitables, puisqu'ils savent très bien qu'à partir du moment où ils vont décider, par exemple, de donner 10% de salaire à une personne et pas à une autre personne qui occupait exactement le même poste, si ça se sait, ça va forcément poser des problèmes. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que si on diffuse les salaires, eh ben, ça va engendrer des problèmes managériaux extrêmement importants également. Pourquoi? Parce qu'on a tous tendance, de toute façon, à se situer par rapport aux autres. Et donc, il y a des expériences qui ont été menées, notamment aux États-Unis, où on a posé la question à une personne lorsqu'elle débutait, à des personnes en l'occurrence, puisque c'était une étude, quand elles arrivent dans une entreprise, à combien vous pensez que votre poste devrait être rémunéré? La personne dit un chiffre.
D'accord ? Admettons, je dis n'importe quoi, mais pour que ce soit plus clair, 80 000 euros par an. Si on repose la question quelque temps après à cette personne-là qui a connaissance de l'ensemble des salaires et où il y a des salaires qui sont en moyenne à 100, 110 000 euros, cette personne va dire « je veux être payé 110 000 euros ». D'accord ? Donc là, on voit très bien le type de problème que ça peut poser pour une entreprise, bien évidemment. Est-ce qu'elle est prête à, d'un seul coup, augmenter les salaires pour que tout le monde ait le même salaire ? Bien évidemment, tout le monde va vouloir le salaire le plus haut, c'est évident. Hein, donc ça, c'est difficilement gérable. Et en même temps, est-ce que ça ne pose pas quand même problème d'avoir une opacité sur les salaires et notamment sur les primes qui sont accordées aux gens, où les critères ne sont pas forcément fixes et encore moins divulgués pour le coup, où la place à la négociation est laissée de manière extrêmement forte. Et alors là, il y a plein d'autres études qui montrent par exemple que les hommes ont une plus grande capacité à négocier leur salaire parce qu'ils ont la plupart du temps une plus haute opinion d'eux-mêmes et du travail qu'ils font par rapport aux femmes. Alors, bien évidemment, il ne faut pas tirer de trop grandes conclusions sur l'incapacité des femmes à pouvoir avoir une bonne opinion d'elles-mêmes, etc. Mais on constate quand même qu'elles ont plus de difficultés à négocier leur salaire. Donc voilà, donc là on est vraiment encore une fois dans les paradoxes de la transparence. D'un côté, quand on donne finalement tous les salaires de tout le monde, d'une certaine manière, ça peut permettre quand même ça peut obliger en tout cas à avoir une vraie réflexion sur l'équité salariale. Et d'un autre côté, quand on divulgue les salaires des gens, eh bien, des personnes vont vouloir être payées plus nécessairement sans avoir forcément conscience des compétences que ça peut impliquer ou de pourquoi on est arrivé à tel type de salaire. Donc finalement, vous préconisez quoi ? Oui ou non ? Je préconise la discussion au sein de l'entreprise. Alors là, je préconise la discussion et la coopération entre tous les acteurs qui sont concernés au sein de l'entreprise. Je suis obligée de vous demander votre avis parce que c'est le directeur général là, qui va nous donner son avis. Alors, pas forcément sur votre cas particulier, bien évidemment, mais de manière générale. Mon cas particulier, c'est le plus simple puisque mon salaire est connu de chacun, il est public. En fait, l'avantage des dirigeants de banque, c'est qu'on sait tout sur tout. Donc, me concernant, c'est relativement simple. Après, sur les notions de salaire, déjà, il faut quand même partir du principe qu'en France, on a un problème avec les rémunérations. Voilà. On a un problème éthique. On n'est pas un pays anglo-saxon, il y a une forme d'hypocrisie d'ailleurs avec l'argent. C'est-à-dire on dit à la fois c'est pas un sujet, c'est quelque chose de pas très important, et puis dès que vous commencez à bouger un tout petit peu les lignes, le sujet prend une importance accrue. Donc on a quand même déjà culturellement, en France, on a culturellement un rapport compliqué avec l'argent. Voilà. Et la rémunération, je pense, quelque part, est la partie, on va dire, globalement immergée de l'iceberg. Après, sur la transparence sur les salaires, c'est un peu compliqué, parce que si on se baladait tous avec une pancarte en indiquant notre niveau de salaire, je pense que déjà, moi, dans mon entreprise, ça serait la guerre civile, déjà, je pense. Donc là, il y aurait des échauffourées à tous les étages. Je pense que ça serait relativement compliqué à gérer. Donc, ce sont quand même des sujets culturellement, d'abord. Parce que la France, c'est pas les États-Unis, c'est pas le Royaume-Uni. Ils ont, dans les pays anglo-saxons, on peut dire que c'est pas très bien, mais ils ont un rapport décomplexé avec l'argent. Oui, c'est décomplexé. C'est pas du tout tabou comme chez nous. Ah non, c'est pas du tout tabou. Là-bas, les rémunérations, elles sont connues, et même dans les discussions entre collaborateurs, on dit tu gagnes combien ? Alors qu'en France, on répond en règle générale pas trop à ce type de questions. Mais globalement, sur la transparence, il y a des sujets sur lesquels on peut aller. Il y a des sujets sur lesquels c'est quand même globalement un peu plus difficile. Alors justement, parce que tout à l'heure on se posait la question qu'est-ce qu'on dit pas, où sont les limites ? Je parle de l'interne toujours et de la gouvernance d'entreprise. Donc on a abordé les salaires. Il y a tout un tas d'autres sujets. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire savoir en termes de gouvernance d'entreprise en interne ? Qu'est-ce qu'on doit partager ou pas ? Ça, c'est un sujet philosophico-économico-managérial. On va se tourner derrière vers notre philosophe. Moi, je pars du principe, mais moi, c'est ma manière de fonctionner. J'essaie le plus possible d'être transparent, de dire les choses. Alors après, on dit oui, c'est normal. Sauf que tout le monde n'a pas toujours la capacité de comprendre ce que vous l'avez dit et de l'accepter. Donc quand on dit la transparence est bien, la franchise est nécessaire,
Dans un corps social, c'est un peu plus difficile. Mais moi, je pars du principe que dans nos entreprises aujourd'hui, il faut qu'on tende vers cela. Pourquoi ? C'est parce que dans les entreprises, qu'elles soient bancaires ou pas, aujourd'hui, un collaborateur, il a de multiples canaux d'information. À l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise. Donc l'entreprise ne vit pas en vase clos. Et je rappelle souvent qu'avant, le rôle d'un manager, quand je dis un rôle, c'était il y a 10 ans, c'était pas il y a 30 ans, c'était de transférer une information à un collaborateur. Il détenait l'information. Son pouvoir, d'ailleurs, était là. Hein. Donc, il l'a conservé précieusement. Et puis, au dernier moment, il l'a donné, parfois avec parcimonie. Ça a volé en éclats. Sur un certain nombre de sujets, vous avez des collaborateurs qui en savent plus sur un sujet que le manager qu'ils ont en face d'eux. Donc, ça inverse aussi le rapport de force. Puis après, quand vous allez sur Google et vous regardez toutes les informations que vous avez sur un sujet donné, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une forme d'équilibre. Et nous, notre rôle aussi, ça rejoint sur le sujet que vous évoquez, c'est à la fois de jouer la carte de la transparence le plus possible, mais surtout de veiller à vérifier quel est le bon niveau d'information qu'ont nos collaborateurs sur un sujet, même s'ils ne l'expriment pas. Donc vous revenez finalement à votre idée première et qui semble être extrêmement importante pour vous, c'est veiller à ce qu'il ait le bon niveau d'information, l'aider à décrypter peut-être. J'en reviens à ce que vous disiez. Et puis aider aussi, mais à nouveau c'est une position personnelle, et aider aussi nos collaborateurs à grandir, à s'élever, en développant les réseaux socio-entreprises, puisque là on va déployer par exemple un réseau social Yammer ouvert à l'ensemble de l'entreprise. Donc ouvert aux 3800 collaborateurs. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cela. Il ne faut pas avoir peur des échanges et puis des propos aussi qui peuvent être tenus sur des réseaux sociaux. Il ne faut pas avoir peur de cela. Il peut y avoir des déviances, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça, je pense aussi qu'on est à la fois une entreprise de son temps et puis que cela permet aussi d'avoir un lien le plus pertinent possible avec l'ensemble de nos collaborateurs. Là, vous prenez la communication entre collaborateurs et le lien, justement, entre collaborateurs. Mais... En fait, c'est les deux. Voilà, les deux sont nécessaires. Parce que de plus en plus, les deux se nourrissent. On n'a plus des canaux uniques. Et je pense que pour une entreprise, on doit jouer sur les deux. Il faut permettre aux collaborateurs d'échanger entre eux. Pour ça, un réseau comme Yammer permet à des collaborateurs d'échanger entre eux, ou au global, ou via des groupes d'amis. Et puis nous aussi, par ailleurs, il faut qu'on arrive à trouver d'autres liens qui nous permettent aussi d'avoir une information et des échanges particuliers avec nos collaborateurs. Donc en réalité, il faut faire vivre en même temps plusieurs communautés. Et c'est en faisant vivre les communautés d'hommes, finalement, que s'établira une meilleure transparence, celle dont on dit on n'a pas toutes les informations dans l'entreprise. Le cas un peu archaïque que vous citiez du manager qui ne délivre pas, qui ne partage pas. C'est à travers cet outil-là, vous pensez que les choses peuvent changer finalement ? Moi, j'en suis intimement persuadé. Parce que dans les entreprises, pour que celles-ci bougent fortement, il faut aussi parfois qu'il y ait des petits chocs, externes ou internes. Et le fait à un moment donné de démultiplier ce type d'outils, ça oblige le manager qui n'est pas à l'aise par rapport à ces sujets, de se les approprier et de bouger lui-même. Donc oui, je crois que ce sont des éléments qui font obligatoirement bouger dans l'interne une entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité. Donc c'est pas vertical, mais c'est plutôt transversal ce que vous prenez, les deux. Vertical, horizontal. Oui, alors ce qui est intéressant effectivement dans ce que vous avez dit, c'est le lien entre transparence et pouvoir finalement. C'est-à-dire que ça me paraît assez fondamental. Dès le départ, et c'est pour ça que la transparence est associée à la démocratie, l'idée, ça a été une sorte d'inversion des relations de pouvoir. Et effectivement, quand on est transparent, d'une certaine manière, au moins implicitement, ça veut dire qu'on accepte de partager le pouvoir, en fait. Et donc toute la question, que ce soit dans l'entreprise ou au niveau de l'État, bien évidemment, c'est est-ce qu'on est prêt à ça ? Est-ce qu'on est prêt à ça ? Est-ce qu'on l'accepte ? Et est-ce qu'on est prêt également à, au moment où la décision sera prise, reconnaître qu'on ne va pas être tout seul à prendre la décision. Je prends l'exemple de petites entreprises où la problématique est un petit peu différente, mais où là, très clairement, pour un patron qui a créé son entreprise, qui est propriétaire de son entreprise, être transparent, ça veut dire à un moment qu'il accepte qu'il ne sera pas tout seul à prendre la décision. Et ce n'est pas forcément quelque chose de simple.
ni quelque chose de facile d'ailleurs. Donc, lien, pouvoir, transparence, ça me paraît fondamental. Donc ça veut dire quand même après, et ça vous l'avez souligné aussi, qu'on doit repenser l'organisation de l'entreprise, qu'on doit repenser la gouvernance de l'entreprise. Et là, j'aurais tendance à dire quand même, à un moment, que les niveaux d'information sont aussi liés aux personnes qui sont impactées par les prises de décision. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire, à mon avis, dans une entreprise qu'une espèce de culture du secret où les gens qui sont directement impactés par une décision stratégique, par exemple, on va prendre un cas assez classique, une délocalisation, une vague de licenciement, etc. Il n'y a rien de pire que les personnes qui sont victimes, pour le coup, de cette décision, la prennent au tout dernier moment et n'aient pas du tout été associées à la prise de décision. Alors vous me direz en contre-argument, oui, mais associer des personnes à la prise de décision qui soient licenciées ou qui soient délocalisées, c'est un petit peu compliqué. Pour autant, on voit qu'il y a quand même certaines expériences dans l'économie sociale et solidaire, dans les coopératives, où des décisions managériales difficiles ont été prises en associant les différents acteurs à la prise de décision. Mais je vous coupe parce que là, j'entends la question qui peut venir après, qui est la suivante. Est-ce qu'on peut appliquer le modèle de petites entreprises à de très grosses structures? Dans l'exemple que vous prenez, prenons de toute façon, c'est l'enjeu managérial. Bien évidemment, on voit par exemple toutes les entreprises libérées ou le management coopératif où on voit que ça marche très bien sur des petites structures. Et donc la question, c'est de savoir comment on fait pour appliquer ça à des grosses structures. Il y en a qui ont quand même des idées, c'est-à-dire que même dans une très grosse structure, il ne fonctionne que par petites structures. Et donc, on a au niveau des petites structures le fonctionnement d'une petite structure, mais qui, après, est... moi, j'ai en tête, en fait, un exemple tout simple. Si jamais on a 1500 personnes, on fait des cellules de 15 personnes. De ces 15 personnes, il y a une personne qui va aller au niveau supérieur, qui est aussi une cellule de 15 personnes, et ainsi de suite. Donc on va avoir toute l'entreprise, au final, qui va être représentée. Donc ça peut être des solutions, c'est-à-dire conserver le côté presque familial, et donc avec des relations très humaines dans des petits groupes, mais avec différents niveaux. Et ce qui me permet de dire aussi, sur le niveau justement d'information, à un moment, on ne peut pas non plus évacuer la question de la responsabilité. Dans l'entreprise, en tout cas. C'est-à-dire qu'on voit quand même... Pardon que le niveau d'information est lié aussi à une responsabilité, et bien souvent une responsabilité juridique. Daniel Cariotis, vous pensez applicable cette idée de faire finalement des petites sociétés dans la grande société ? C'est compliqué. Moi, dans mon entreprise, comme je l'indiquais, elle est sur une région, on a des sites sur toute la région, on a des gros sites à Grenoble, à Clermont, à Lyon, à Saint-Étienne. Je pense que ce n'est pas applicable dans toutes les situations. Par ailleurs, quand on dit qu'il faut donner très en amont une information confidentielle, moi je vous rappelle quand même qu'il y a un code du travail en France et qui implique que quand il y a des sujets dans l'organisation, de passer avant par les instances représentatives du personnel, avant de donner la moindre information aux collaborateurs, sinon on vous taxe de délit d'entrave. Donc il y a aussi un cadre quand même spécifique qui fait qu'il y a des choses... quoi qu'il arrive, qu'on ne peut pas faire. Les délits d'entrave, je pense qu'il y a des chefs d'entreprise ont déjà connu des cas de délit d'entrave. Donc il faut être assez prudent quand même sur ces sujets-là. Voilà, parce qu'on a un terrain de jeu qui est balisé et il faut respecter ce terrain de jeu si à un moment donné on ne va pas se retrouver en difficulté malgré tout. Et puis vous disiez, pardon, je vous ai coupé, vous vouliez réagir que... Ce qui veut dire effectivement que ce qui guide au-delà de toutes les réflexions qu'on peut avoir, à un moment, c'est la question juridique. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans un cadre juridique défini et que de toute façon, la transparence, quelle qu'elle soit et quelles que soient les modalités d'exercice de la transparence, doivent se penser en fonction de responsabilités juridiques, justement. Alors, je voudrais qu'on aborde quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé encore, à moins que ça vienne dans les questions. Ça va bientôt être à votre tour de poser des questions de la salle. C'est le sujet des lanceurs d'alerte. Il est extrêmement important dans ce sujet qui est celui de la transparence. On l'a vu, ils existent. Sont-ils ou pas nécessaires pour l'entreprise de manière générale? Qu'est-ce qu'on fait avec ces lanceurs d'alerte? Est-ce qu'il faut réguler? Comment est-ce qu'on peut organiser ce nouveau... je ne sais pas comment appeler ça. C'est pas un métier, ce nouveau... Non, c'est pas un métier, non. Ce nouveau statut. Par définition, c'est pas un métier. Au-delà de la régulation, je pense qu'il faut surtout les protéger, en fait.
Parce que là, si on regarde quand même les 30-40 dernières années sur les petites études qui ont été faites, les lanceurs d'alerte ont été à l'origine de scandales financiers, de révélations de corruption, de conflits d'intérêts, qui, quoi qu'on en dise, à terme, viennent gangréner la vie démocratique et la vie économique de toute façon. Donc, à mon avis, ils sont nécessaires, et deux, il faut les protéger. Mais alors, comment on les protège ? Alors là, il y a plusieurs écoles qui s'affrontent. Il me semble quand même que dans une entreprise, il faudrait d'abord assurer, au moins dans un premier temps, leur anonymat. Et ensuite, surtout, la protection doit se faire à partir du moment, parce que la plupart du temps c'est le cas, où ils sont licenciés de l'entreprise. Et là, en France, on est quand même loin derrière les États-Unis, puisque aux États-Unis, il y a des protections sur les frais, par exemple, de justice, puisque la plupart du temps, on voit que les lanceurs d'alerte sont attaqués en justice par l'entreprise pour avoir justement dévoilé un certain nombre d'informations. Donc, il faut les protéger au-delà de l'entreprise, en fait. Et là, je pense qu'il y a quand même une vraie réflexion à avoir, étant donné leur nécessité pour la vie démocratique, une vraie réflexion à avoir sur la protection à long terme des lanceurs d'alerte. Il y a des exemples quand même de gens qui finissent sur la paille, pour prendre une expression assez triviale, et il faut avoir conscience quand même que lancer une alerte, ça veut dire qu'on s'engage pour toute sa vie, en fait. Quand on est dans une entreprise assez grande, assez conséquente, c'est vraiment pas une décision anodine. Daniel Gariotis, votre avis sur ces lanceurs d'alerte ? Est-ce qu'il faut les protéger, comme dit Malik Bozoré ? Déjà, dans la banque, c'est un peu différent quand même. Mais oui, en général, c'est pas forcément là que... Non, mais il peut y en avoir, mais je pense que par définition, où ils sont protégés, où on les écoute... Après, est-ce que tout remonte ? Ça, c'est une question qui est lancinante, mais je pense que ce n'est pas vraiment un sujet principal chez nous. Après, d'une manière générale, les lanceurs d'alerte, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Je mettrais peut-être un petit bémol, parce que vous disiez aussi qu'il faut les protéger. Je pense aussi de temps en temps qu'il faut les réguler. Je pense notamment aux journalistes. Parce qu'on voit bien à un moment donné, d'ailleurs on l'a vu encore récemment, qu'on dit on a le droit à l'information. Très bien. Mais si après cette information, vous la conservez, alors que vous l'avez, et que vous choisissez le moment où vous la sortez pour mieux qualifier l'impact que ça va avoir, là je pense qu'il y a quand même une limite. Parce que là, il peut y avoir une manipulation, puisqu'on choisit le moment où on sort l'information et elle fait potentiellement le plus mal à celui qu'elle peut toucher. Donc je pense qu'il y a quand même un biais. Donc là, il faudra à un moment donné faire en sorte de bien vérifier, notamment que quand il y a des informations, vérifier, mais cette information, vous l'aviez depuis quand ? Et pourquoi cette information, vous ne l'avez pas sortie il y a 6 mois ? Mais est-ce que c'est pas un peu un combat perdu ? Je dis pas ça parce que je suis journaliste, sauf que c'est le jeu. Est-ce que c'est pas un combat perdu, comme vous disiez tout à l'heure ? Alors c'est pas la même chose, mais qu'il y a un vide juridique par rapport à la protection de ces lanceurs d'alerte. Là, je parle pas des journalistes, vous parlez des journalistes. Tout ça peut-il s'organiser ? Je comprends très bien ce que vous dites, mais est-ce qu'on peut le faire ? Moi, je pense quand même, parce qu'on peut à un moment donné, on peut quand même investiguer, parce qu'après, il y a des personnes qui peuvent être aussi condamnées. On peut aussi investiguer pour savoir à partir de quand une information était détenue et pourquoi à un moment donné, elle a été rendue publique à un instant T. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien, on est rentré dans une autre ère. Ce qui veut dire les sujets qu'on évoque aujourd'hui, on les aurait évoqués différemment il y a à peine 5 ans. Parce qu'on voit que tout prend des proportions démesurées, ne serait-ce que via les réseaux sociaux. Parce que d'ailleurs, souvent, ça part via des réseaux sociaux, et souvent d'ailleurs sur les petits, ce qu'on appelle des sites secondaires. Et d'ailleurs, une fois que c'est parti, c'est très difficile, globalement, de réguler l'information. Donc je pense aussi qu'il faudra mettre un peu de discipline, parce que sinon, on se retrouvera dans des situations où, dans pas mal de pays, seront élues des personnes qui n'étaient pas forcément celles qui étaient les mieux positionnées. On l'a vu en France, on l'a vu aux États-Unis. Et j'ai dit, là, il y a aussi une alerte quelque part, parce qu'il y a une vraie déviance. Il y a une vraie déviance de mon point de vue aussi. Ah non, on est bien d'accord. Malik Bozoré. Sauf que là, vous parlez d'un cas bien particulier, des journalistes qui ont déjà un statut juridique particulier, qui sont quand même régulés au niveau juridique de manière extrêmement forte. Quand on parle des lanceurs d'alerte, moi je parle des lanceurs d'alerte internes aux entreprises.
Certes, les médias, c'est quand même pas du tout la même chose. Spécifique, j'ai dit j'étais d'accord. Oui, mais il ne faudrait pas que la question des journalistes prenne le pas sur celle des lanceurs d'alerte internes aux entreprises. Parce que quand même, quand on regarde un petit peu l'histoire des lanceurs d'alerte, qu'est-ce qu'on voit? La première action des entreprises, c'est de les faire taire. Nécessairement, c'est de les faire taire. Probablement parce que, soit l'entreprise admet ce que dit le lanceur d'alerte, et ça veut dire en fait qu'elle a failli depuis plusieurs années ou sur des questions spécifiques, donc finalement qu'elle ne remplit pas ses missions, soit effectivement elle le laisse parler, et de la même manière, elle est obligée d'admettre publiquement qu'effectivement elle n'a pas su gérer un problème. C'est pour ça qu'il faut les protéger. Parce que le premier réflexe des entreprises, en tout cas, moi je ne pense pas trop m'avancer si je dis 95-99% des cas, ça va être d'empêcher le lanceur d'alerte de divulguer l'information. Et souvent par des méthodes qui sont quand même extrêmement critiquables et qui n'ont strictement rien à voir avec la question des journalistes. Il faut quand même voir que des lanceurs d'alerte qui réussissent à faire apparaître des questions de conflit d'intérêts, des questions de corruption, des questions de mise sur le marché de produits extrêmement dangereux, etc., ils agissent au final dans l'intérêt général de l'ensemble du public. Et donc c'est pour ça qu'il faut les protéger. C'est vraiment pour ça qu'il faut les protéger. Oui, et puis c'est pas la même finalité que le média qui cherche absolument à, en temps voulu, comme vous le disiez très bien, faire savoir... Choisir le bon moment. Ouais, choisir le bon moment, oui. C'est effectivement deux choses bien différentes. Le temps est venu peut-être maintenant, sauf si vous avez tous les deux des choses à rajouter. On pourrait continuer longtemps, on pourrait se poser d'autres questions. Est-ce qu'il fallait créer une autorité pour la transparence de la vie publique? Est-ce que d'un point de vue politique? Ça, c'est une question qu'on n'a pas abordée. Ouais, c'est vrai. Quel est votre avis à tous les deux? Puis après, je vous passe le micro. Vous savez, en France, quand on a un problème, on crée un comité, une haute autorité, une commission. Fondamentalement, je suis plutôt opposé par principe. Je pense qu'il faut aussi simplifier la vie publique, vraiment, parce qu'il y a une lourdeur dans notre pays qui est réelle. Et par rapport à tous ces nouveaux acteurs qu'on évoquait tout à l'heure, le sujet c'est celui-ci. Quand la France faisait partie des 5 principales puissances mondiales et que l'ordre mondial économique se réglait autour d'une table entre 5 pays, ce n'était pas un sujet. Là aujourd'hui, vous voyez que certaines entreprises ont plus de pouvoir que certains États. Ce qui est quand même éminemment interpellant quand même. Vous voyez bien que mettre en place ce type de structure, le temps qu'elle se mette en place, le temps qu'elle commence à décider, il y a d'autres sujets qui seront, apparus dans le laps de temps, donc je n'y suis pas forcément très, très favorable. Vous êtes en train de nous dire qu'elle ne va pas durer très longtemps, en fait. Ça va être dépassé par quelque chose très rapidement. Oui, parce qu'on a une lourdeur par rapport aux événements. Vous savez, le temps s'accélère aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui sont notamment dans l'entreprise, on a une accélération du temps qui, aujourd'hui, est un des éléments marquants de l'évolution de nos sociétés. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'à 2 mois, à 3 mois, il peut se passer des choses totalement inattendues par rapport à nos prévisions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé en permanence de s'adapter à l'évolution de nos environnements. Malik Bozoret, sur cette création, on ne va pas dire anecdotique. Je suis par principe plutôt favorable. Parce que justement, je pense que précisément, c'est ce qui permet de réinstaurer, en tout cas c'est une des finalités, on parlait de confiance tout à l'heure, mais de réinstaurer une certaine confiance entre les citoyens et le monde politique. Le challenge, pour conclure, avant de passer le micro à la salle, qui a certainement des questions à vous poser à tous les deux. Le challenge aujourd'hui, vous l'avez peut-être dit il y a 2 secondes d'ailleurs, c'est de faire de trouver la solution par rapport à la rapidité dans laquelle on est. Quel est-il face à toutes ces données qu'on vient d'évoquer? Si seulement j'avais la solution aujourd'hui. Non, je pense que transparence, on l'a dit, la confiance, responsabiliser. Et je pense que tout n'est pas négatif quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que le modèle de certaines boîtes américaines repose non pas sur des notions d'entreprise, mais sur des notions de communauté. Et je pense qu'on va tendre progressivement de plus en plus vers ces notions de communauté. Les entreprises deviennent des communautés d'individus, de profils, de talents. Et je pense que c'est certainement pour nous une clé de transformation et de réussite. Il n'y a pas de transformation d'entreprise, je pense, demain qui ne reposera sur les collaborateurs eux-mêmes. Et voilà, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, c'est un chemin que personnellement, je souhaite prendre.
Et vous, le challenge en conclusion face à tout cela, de l'entreprise et de la société? C'est de porter attention à la complexité du monde. C'est un vaste projet. Hein. Oui, c'est-à-dire d'admettre que la réalité, elle est complexe. D'admettre que la réalité, elle est complexe et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas simplifier. Bon, alors, une fois maintenant qu'on a ça en tête, qu'il va falloir que nous soyons très attentifs à la complexité du monde, je vous laisse quand même poser toutes les questions que vous avez à poser. Il y a des personnes qui, je vois, oui, c'est ça, vont vous donner des micros, donc je vous demande de lever la main, peut-être de vous présenter pour savoir, voilà. Et puis, de poser de vraies questions, pardon, mais on n'a pas le temps du commentaire, parce que malheureusement, nos deux invités sont là pour répondre. Donc voilà. Donc de vous présenter, de poser des questions. Il y a un monsieur tout devant là, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, bonjour et merci beaucoup. Maxence Brachet, je suis secrétaire général de 60 000 rebonds à Lyon. Et par ailleurs, ch'tigone, c'est-à-dire j'ai passé une partie de ma vie, 24 ans à Lille, et je suis revenu sur mes terres natales. À Lille et dans la région lilloise, j'ai été très impressionné par les décisions prises par des entreprises familiales qui aujourd'hui sont non soumises au marché, qui sont les premières au monde dans leur catégorie. Je pense particulièrement à un groupe d'agroalimentaire qui s'appelle Bonduelle. Or, Bonduelle a pris la décision il y a 5 ans d'abandonner le système des boîtes mail traditionnelles pour faire son système propre de communication interne, y compris avec les communautés qui n'avaient pas vocation à être, j'allais dire, ouvertes ni à la DRH ni à la DG. C'est quelque chose d'épatant et ça a été pris il y a 5 ans comme décision et aujourd'hui, Bonduelle est dans sa partie, non pas apertisation, mais sa partie produits frais, le premier au monde. Y a-t-il un lien de cause à effet dans cette transparence nouvelle? Moi, je crois que oui. Mais ça n'engage que moi. Non, mais moi, je peux répondre. Comme je vous l'ai indiqué, je suis plutôt favorable. De toute façon, on va, qu'on le veuille ou pas, qu'on le souhaite ou pas, vers des transformations radicales dans la vie des entreprises. Et il vaut mieux porter cette transformation que la subir. Et c'est pour ça que je disais que la notion de communauté, ça veut dire que les collaborateurs eux-mêmes doivent devenir acteurs engagés, acteurs de la transformation des entreprises. Et tous les leviers qu'on pourra utiliser comme ceux que vous venez de citer, nous, en tout cas, je parle au niveau de Babank, on essaiera effectivement de les déployer chez nous. Y a-t-il d'autres... Oui, madame. Oui, bonjour, Catherine Augagneur, je travaille pour le groupe La Poste, la branche courrier-colis. Donc je suis en établissement commercial, un centre de relations clientèle de B2B. Je voudrais savoir si des réponses ne se trouveraient pas dans la mise en place du lean management sur la transparence. Est-ce que le fait de travailler sur la co-construction, sur la stratégie, sur faire des allers-retours dans les prises de décision aussi bien au niveau des informations clients ou des désirs clients que des collaborateurs, est-ce que ça ne pourrait pas participer à la transparence et des décisions et des informations qui sont transmises dans l'entreprise? Merci pour la réponse. Qui souhaite répondre? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, à la fois l'association avec les collaborateurs, et effectivement, vous avez raison, à un moment ou à un autre, de toute façon, s'il faut repenser le management, s'il faut repenser la gouvernance de l'entreprise, s'il faut partager les responsabilités, le pouvoir, les prises de décision, etc., ça implique nécessairement de collaborer au sens strict du terme, c'est-à-dire de construire avec les personnes qui sont concernées. Et là, effectivement, ça peut être une bonne solution. Alors, il n'y a pas de miracle non plus à un moment. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on va tout construire pour que ça marche forcément. Il faut penser les choses, etc. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Mais par contre, je crois effectivement que de plus en plus, les prises de décision où on associera toutes les personnes qui sont concernées par cette prise de décision, eh bien, augmentera la qualité de la prise de décision et l'adhésion que cette décision pourra remporter, bien évidemment. Mais si... Et c'est vrai que je ne parle pas sur le cœur de métier qui est la stratégie, mais en fait sur la mise en œuvre et comment associer et vraiment faire des quick wins régulièrement entre le terrain et Codir, par exemple, simplement, pour savoir ce qui se passe au niveau des clients et au niveau
Il y a un vrai accompagnement des managers parce que vous n'avez pas du tout les mêmes profils, vous n'avez pas du tout les mêmes âges, vous n'avez pas la même agilité par rapport aux nouvelles technologies au digital. Donc, dans une entreprise, on a une hétérogénéité. J'ai évoqué l'hétérogénéité des clients. Vous avez aussi une hétérogénéité dans la maîtrise managériale de nos managers. Et donc, il faut aussi qu'on arrive à trouver le plus petit dénominateur commun pour faire en sorte que ça prenne partout. Parce que certains, par rapport à ça, seraient favorables à le faire, mais ils n'ont pas forcément trouvé la bonne manière de le faire. Donc, comme ils n'ont jamais pratiqué ce type de management et de collaboration active avec les collaborateurs, ils ont une certaine réserve. Donc, il faut qu'on arrive, nous, chefs d'entreprise, à faire en sorte de décongestionner, on va dire, les réserves qu'ils peuvent avoir par rapport à cela. Oui, peut-être juste pour compléter très très rapidement, effectivement, quand on met en place ce type de démarche-là, il faut faire attention, notamment en raison de l'hétérogénéité des managers, effectivement, à ce que ça ne sape pas leur légitimité, pas leur autorité, leur légitimité. Patrick Jarin, Culture et Accompagnement. Vous avez fait une distinction entre information et connaissance. À vos yeux, quand est-ce qu'une information devient une connaissance et quels sont au sein de l'entreprise les leviers d'élaboration et de création de ces connaissances? C'est une question compliquée, mais en même temps, comme c'est moi qui l'évoquais, je ne puis qu'y répondre. Non, je dis la différence, c'est on reçoit de multiples informations, mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs utiles à la compréhension qu'on peut avoir d'un sujet. Et ça devient une connaissance quand la sommation d'informations que vous savez sur un sujet ou sur un thème peut vous servir à nourrir votre propre réflexion. Et là, ça devient une connaissance. Je disais tout à l'heure, vous prenez un sujet lambda, prenez, je ne sais pas moi, Google ou les actions de Google dans le monde, vous allez sur Google, vous allez avoir une 200 pages, vous allez être noyé sur l'information. Après, ce que j'indiquais, c'est qu'il faut avoir la capacité à sélectionner plusieurs informations qui vont vous permettre, in fine, d'avoir une idée plus précise, en réalité, sur le sujet qui vous intéresse. Et en fait, c'est un monde paradoxal. Et c'est vrai, je pense, pour les jeunes. C'est pas vrai, d'ailleurs, on est quand même à l'IAE. Le rôle aussi des profs a changé. C'est vrai pour les managers, mais regardez le rôle des profs. Je pense qu'on a des étudiants, quand ils viennent sur un sujet, je ne vais pas dire qu'ils en savent autant, mais ils peuvent l'avoir creusé quand même très en amont, et on voit bien que la finalité, c'est-à-dire on sait que sur un sujet, vous avez plein d'informations, mais nous, on va vous permettre de structurer ces informations, pour que vous puissiez les utiliser. Et ça, c'est un rôle clé dans l'entreprise, mais également, globalement, j'ai envie de dire, dans les lycées, dans les collèges, les universités. C'est un point, pour moi, essentiel. Monsieur au fond, on vous a vu. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Parce qu'on vous voit, je suis désolée, pardonnez-moi. On voit peu d'ici. Merci. Il n'y a pas de problème, je me lève. Je m'adresse à vous en tant que contribuable, en fait. Pour la raison suivante, monsieur le directeur de la banque, il a dit tout à l'heure qu'il était pour la transparence, en fait, mais il est contre la régulation. D'ailleurs, en évoquant quand même que c'est très difficile et qu'on ne comprendra pas en fait, tous les langages techniques de la banque. C'est une présupposition. Il faut quand même être un peu plus modeste. Parfois, vous pouvez tomber sur des gens qui connaissent un peu plus que vous l'imaginez. La question est la suivante. Les banques ont coûté aux contribuables 10 milliards. D'accord ? La moindre des choses, en tant que citoyen, c'est de demander une explication de ce que vous faites avec l'argent public. En sachant que les autorités de complaisance dont vous bénéficiez n'ont régulé qu'à 1% à peu près les activités de spéculation et les activités en fait, qui sont celles de l'économie dite normale, comment voulez-vous qu'il y ait la notion de confiance? C'est la première question. La deuxième question, c'est de se dire, si c'est vous qui vous autodésignez la personne qui va nous éduquer, nous donner de l'information et de la connaissance, permettez-moi d'évoquer quand même un scepticisme grandissime, parce que je ne fais pas confiance aux pompiers pyromanes. Vous voyez, la question, c'est de savoir que s'il y a de la régulation, elle doit venir, si on est en démocratie, de la part de la demande citoyenne. On ne vous demande pas
quels sont les langages techniques que vous utilisez. On vous demande de donner des explications concrètes et transparentes de ce que vous faites de l'argent public, tout simplement. Alors, deux Merci. questions. Non, La merci. confiance et C'est pour l'argent ça que public. j'aime bien participer à ce type de débat. Non, mais vraiment, je le fais, vous savez, je le fais depuis la crise de 2008-2009, parce qu'en fait, il y a beaucoup, parfois, d'erreurs qui ont été dites, et rien n'est pire que de pratiquer la chaise vide. Quand il y a des sujets de cette nature, je trouve qu'il est quand même plus naturel de pouvoir les aborder. Premièrement, je n'ai jamais dit que j'étais contre la régulation, j'ai dit le contraire tout à l'heure. Ah non, j'ai dit le contraire. Alors, si il y a une ambiguïté dans ce que j'ai pu dire, je suis pour la régulation. Je l'ai même appelé de mes voeux, et j'ai même dit à un moment donné qu'il fallait aller un peu plus loin. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous avez évoqué Dimner. Je ne rentre pas dans les chiffres. Les banques françaises n'ont pas été aidées. Je rappelle que les banques qui ont coulé le système bancaire sont les banques américaines, qu'à un moment donné, il y a eu, pour l'État qui voulait rassurer l'opinion publique, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, il fallait le faire, que l'État a mis des lignes de financement qui n'ont pas été tirées par les banques, qui ont été largement remboursées, et d'ailleurs avec un intérêt assez, entre nous, assez significatif, ce qui est bien à nouveau pour le contribuable. Et puis qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Vous savez, moi, depuis plus de 10 ans, je n'arrête pas d'essayer d'expliquer à des clients, à des chefs d'entreprise, parfois aussi à des étudiants, la différence qu'il y a entre la banque et la finance. Il y a effectivement des financiers, parfois, qui ont des activités de pure spéculation. Ils spéculent sur les matières premières, sur le cacao, le sucre. Je vais un peu caricaturer mon propos. Ceux qui le font, aujourd'hui, ce sont les banques américaines. Voilà. Parce que les grands gagnants de la crise de 2008, c'est une forme de paradoxe, ce sont les banques américaines qui n'ont jamais été aussi puissantes en 2017. Elles sont plus puissantes en 2017 qu'elles l'étaient en 2008. Après, si vous me posez la question, mais vous, que faites-vous à la Banque Populaire de notre argent? Mais on le réinjecte dans l'économie régionale. Vous savez, la particularité de la France, c'est que la France est le pays où le rôle des banques dans l'économie est le plus important. Il n'y a pas un pays au monde où les banques financent plus de 75%, 80% de l'économie régionale. Ce qui est énorme. Vous allez en Allemagne, en Italie, en Espagne, vous êtes à 30%, à 25%. Parce que les entreprises passent souvent par d'autres canaux, parfois même elles vont directement sur les marchés. Nous, on est à 75%. Et quand d'ailleurs je vois l'évolution de nos productions, je peux vous dire qu'on roule à plein d'autres rôles. Donc nous, on a un banquier, nous avons un rôle de banquier de l'économie régionale. Et je pense que les banques régionales coopératives, notamment, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, Crédit Mutuel, Banque Populaire, n'oubliez jamais une chose, elles représentent en part de marché en France au moins 80%. Voilà. Et les banques nationales ont une part de marché en France epsilonesque. Voilà. Donc elles sont présentes en Europe, elles sont présentes aux États-Unis, alors que nous, on est quand même plus présents sur le territoire national. Donc c'est ça notre finalité. Et ça sera toujours notre finalité. D'autres questions, monsieur? Voilà, monsieur, et puis après, ce sera vous, monsieur. Je crois qu'il y avait quelqu'un avant. Ah, pardon, c'était madame. On montrait le monsieur à côté. Excusez-moi, madame. J'ai juste une question donc, sur la thématique du management. Est-ce qu'il n'y a pas une tension entre l'accélération du temps dont parlait monsieur et cette volonté de co-construire, de collaborer avec tout ce que ça peut représenter justement aussi d'éducation, d'apprentissage, de temps de réflexion. Et là, je crois qu'on se leurre peut-être sur ce que le numérique peut nous proposer, parce que ça peut être un vecteur qui accélère plutôt le temps que la réflexion. Donc votre question, est-ce qu'il n'y a pas une tension en fait? Est-ce que les deux sont ma compatibles? question, c'est la tension. Oui, bien évidemment. Bien évidemment qu'il y a une tension. Néanmoins, il ne faudrait pas oublier une chose, c'est qu'en fait, le temps tel qu'on le conçoit et l'accélération du temps, en fait, c'est quelque chose qui est construit, ce n'est pas quelque chose d'objectif en tant que tel. Donc, l'accélération liée aux nouvelles technologies, etc., sont certes en décalage avec la réflexion, forcément, parce que la réflexion, ça prend du temps, ça c'est sûr. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on doit se soumettre à cette accélération continue ?
Moi, honnêtement, qui suis pourtant un grand fan des nouvelles technologies et qui a été très, très friand de tout cela, il me semble qu'on peut prendre un certain recul vis-à-vis de tout cela et que peut-être qu'il y a un moment, il faut compartimenter les choses, qu'il y a peut-être des domaines où l'accélération du temps a peut-être une vocation qu'on peut difficilement contester, et puis peut-être qu'il y a d'autres éléments, d'autres compartiments, voilà, où le temps peut être laissé à la réflexion, peut être laissé à la pensée, peut être laissé à l'analyse également, parce que vous ne m'ôterez pas de l'idée qu'à un moment, si on n'a pas d'analyse, de toute façon, on ne peut pas suivre. Hein. Oui, mais là, on était parti du partage de connaissances dont parlait Madame entre, par exemple, le CODIR et certaines directions d'une entreprise. Et on parlait d'éducation, enfin de partage de connaissances, donc d'éducation. Madame semble dire que tout ça va trop vite pour qu'on aille dans l'éducation. Est-ce que... Formation aussi. Moi, j'insiste vraiment sur un point. On a des managers qui sont pleins de bonne volonté, qui ne savent pas comment faire. Parce que parfois aussi, ils doivent gérer des générations différentes. Dans vos équipes, vous avez deux générations différentes qui ont des besoins différents, des aspirations différentes, des besoins de liberté différenciés. Et par rapport à ces sujets-là, il faut les décomplexer, les accompagner. Dans nos entreprises, nous, on a un gros travail pour accompagner, si vous voulez, la transformation de nos managers. Parce que par rapport à ces situations-là, ils peuvent être parfois un peu perdus. C'est-à-dire que les repères qu'ils avaient il y a 10 ans volent en éclats. Et qu'il va falloir effectivement les aider, si vous voulez, à revenir dans le match et surtout effectivement à accompagner les mutations qu'on évoque depuis le début du débat. Et ça, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu dans nos entreprises. Monsieur, je crois que vous aviez une... Ah, décidément, je crois qu'il y a quelqu'un qui pose une question. Bonjour. Et puis après, monsieur... Bonjour, Olivier Rochette. Donc, je suis navré, monsieur, je vous ai fait lever pour rien. Ex-secrétaire général d'une grosse association gestionnaire de plus de 3000 salariés. Je pose la question sur la transparence en tant que... Est-ce dire la vérité ? La notion de vérité qui rentre là-dessus. Je rentre aussi dans la considération, est-ce que c'est court terme et moyen terme, tactique, stratégique, et donc du coup, la notion d'éducation rejoint plutôt l'éducation d'apprentissage. Voilà, donc plutôt transparence et vérité. Qu'est-ce qu'on peut dire et jusqu'où ? Parce que l'expérience m'a montré que c'était un peu compliqué des fois. C'est-à-dire que là, on a une heure où on a... transparence et vérité. Disons que pour dire les choses assez simplement, une transparence qui ne vise pas à dire des informations véridiques, à mon avis, c'est vider complètement de son sens la transparence. Non, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que parfois la transparence ne consiste pas à dire tout ce qu'on pense, mais à penser tout ce qu'on dit. C'est un peu ça. Globalement. Orienté en quelque sorte. Non, pas orienté. Je pense qu'à un moment donné, non, parce que moi je pense que souvent dans l'entreprise on nous fait des mauvais débats. Parce qu'on a un rapport à l'entreprise qui s'est un peu amélioré en France. Mais objectivement, on aurait le même débat en Allemagne, je peux vous dire qu'il serait beaucoup plus apaisé parce que les entreprises, elles essaient de faire objectivement de leur mieux par rapport à ça. Je dis simplement, la transparence ne fait pas tout. Et puis après, la vérité, il y a plusieurs formes de vérité. Il y a la vérité d'un moment, puis la vérité, est-ce que c'est la certitude ? Voilà, on donne des informations, mais parfois, on ne peut pas tout donner parce que après, c'est contre-productif. Parce que la personne, on ne sait pas à un moment donné comment elle va pouvoir objectivement circuler et agir par rapport au flux d'informations qu'on peut lui donner sur un sujet lambda. Mais la manipulation, je pense que si on tombait dans ce travers, ça, vous pouvez le faire 1 fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Je pense que la transparence, l'exigence de la transparence implique justement que dans la durée, que vous essayez, plus exactement, d'avoir en la matière un comportement irréprochable. Monsieur, votre question, ça sera la dernière, je suis désolée. Bonjour, Florent Belon, je suis cofondateur et co-dirigeant d'une petite société. On est 13 salariés qui travaillent dans le domaine des sciences du vivant. Ma question est la suivante. On essaie d'avoir une forte transparence dans notre entreprise. Mais il y a 2 éléments qui sont importants. C'est que nous, en tant que dirigeants, jeunes dirigeants, on n'est pas forcément formés sur la manière dont on doit exercer cette transparence, partager les informations. Mais on le fait quand même, on essaie de le faire. Et on a aussi le sentiment que nos équipes ne sont pas formées, enfin en tout cas pas forcément toutes les connaissances, pour absorber les informations qu'on leur donne, les digérer correctement.
on essaie de former les gens. On a fait des formations de comptabilité, on a fait des formations de management, enfin plein de choses qui vont bien au-delà de ce que les entreprises normales forment leurs salariés. Est-ce que l'État, est-ce que notre système éducatif ne devrait pas être un peu plus intrusif dans la formation pour ses dirigeants et inversement, et également pour ses salariés, enfin ses collaborateurs. Ouais. Le rôle de l'État dans la formation. Et ça sera la dernière... Alors, bien évidemment d'accord sur l'importance de la formation, et ça a été souligné aussi tout à l'heure, et la formation tout au long de la vie professionnelle, ça c'est clair. La place de l'État dans l'éducation, c'est quand même une de ses missions, normalement, en tout cas d'assurer l'éducation des gens. Alors peut-être qu'il y a un vrai travail à mener avec les écoles qui sont censées être spécialisées dans le management, justement. Et aussi dans des écoles, je pense ici aux écoles d'ingénieurs, par exemple, qui ont pendant très 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 longtemps mis de côté complètement le management, en faisant croire finalement à leurs élèves qu'ils seraient des experts dans leur domaine, et qu'à aucun moment ils auraient à gérer de l'humain. Puisque n'oublions pas, le management, c'est ça, de toute façon, c'est gérer de l'humain, gérer des relations humaines. Alors, à mon avis, effectivement, il faut repenser certains modules dans les écoles de management, les écoles d'ingénieurs, dans les universités, pour que, encore une fois, on ait une association entre public et privé pour penser la manière dont les choses se vivent dans le public et dans le privé. Merci. Daniel Cariotis, quelque chose par rapport à cette question? Non. Alors on va s'arrêter là. Il me reste à vous remercier tous les deux, véritablement, de ce partage, de ces regards croisés, de ce partage de connaissances, justement. On espère vous libérer à temps par rapport à ce qui avait été promis. Merci d'avoir assisté une fois de plus à ces conférences. Et je crois qu'il y a des dates futures à venir pour les prochaines, mais elles seront publiées sur à la fois le site de l'IAE et le site du magazine Acteurs de l'économie pour ceux qui veulent les connaître. Merci beaucoup. Non, mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Après, c'est normal, c'est différent parce qu'on a... Voilà, bon, je vais intervenir, mais vous avez dit...